Salut à tous et bienvenue sur Ous Raconte, votre chaîne dédiée aux histoires vraies les plus incroyables du monde arabe. Aujourd'hui, j'ai pour vous pas une, mais deux histoires. Mais je ne vous apporte pas de simples histoires criminelles, mais de véritables leçons de vie. Des leçons sur la façon dont il faut réagir quand on se retrouve coincé dans des situations très spéciales et sur les conséquences désastreuses que peuvent avoir nos choix. Nous partons en Libye et plus précisément dans le petit village de Fenkel pour deux affaires qui ont marqué les esprits à des années d'intervalle. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas votre café, tisane ou simplement votre bouteille d'eau et écoutez bien ce qui suit car ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est parti. Notre première histoire se déroule très récemment, en juin 2022, dans un petit village du sud de la Libye appelé Fenkel. C'est un village totalement isolé, situé à environ 150 km de la ville la plus proche. Vous savez comment c'est dans ces petits endroits. Les familles sont liées par le sang ou par le mariage, ce sont tous des gens de la même tribu et du coup, tout le monde se connaît. Dans ce village, il y a deux jeunes hommes, tous les deux mariés et pères de famille. L'un s'appelle Kamal et l'autre Khalid. Petite note avant de continuer, j'ai changé les noms de personnes car, comme je vous ai dit, l'histoire est très récente et la plaie est toujours ouverte chez les familles. Donc, par respect à leur deuil, j'ai changé tous les prénoms. Donc, du coup, Khalid et Kamal sont des amis d'enfance, des frères de sang. Ils passent tout leur temps libre ensemble à discuter, à faire des virées, bref, ils sont inséparables. Et vous savez, le désert libyen est immense et magnifique. Et il y a des coins très prisés. Parce qu'en juin, même s'il fait très chaud la journée, les nuits dans le désert sont super fraîches et très agréables. Du coup, un jour, Khalid propose une idée à Kamel. Écoute, ça te dit de prendre des tapis, du thé, du café et aller se poser en plein milieu du désert? Et il ajoute avec un clin d'œil. On prendra avec nous, tu sais quoi? Ce tu sais quoi, c'est de l'alcool. Le village de Fenkel est très conservateur. Les gens sont très pieux. Si quelqu'un est surpris en train de boire de l'alcool, c'est un scandale monumental, une honte pour toute la famille. C'est pour ça qu'ils achetaient leur alcool en ville et qu'ils allaient se cacher loin dans le désert pour boire sans être vus. Kamal accepte, ils préparent leurs affaires, prennent le 4x4 et roulent jusqu'au milieu de nulle part. Ils installent leur tapis, allument un feu et commencent à boire. Ils boivent, sans personne pour les juger. Vers 2 heures du matin, ils sont complètement ivres. Et là, dans son brouillard éthylique, Kamal a un flash. Il se souvient que sa femme lui a fait promettre de ramener des courses pour la maison. Il pense à un grand supermarché qui est ouvert 24 heures sur 24. Il se tourne vers son pote et lui dit « Khalid, il faut absolument que je prenne la voiture pour aller au supermarché. J'ai des courses à faire. Ma femme m'attend au tournant. » Khalid, à moitié endormi, lui répond « Mais t'es fou, Kamel? Laisse tomber. On attend le matin et tu iras tranquillement. » Mais vous savez comment sont certaines personnes quand elles ont bu. Quand elles bloquent sur une idée, impossible de les faire changer d'avis. Kamel insiste et Khalid lâche l'affaire. Écoute, fais ce que tu veux. Moi, je ne bouge pas d'ici. Je suis épuisé et je suis saoul. Je ne peux pas rentrer chez moi dans cet état. Laisse les tapis, je vais dormir là. Et quand tu reviens, ne me réveille même pas. Khalid s'enroule dans sa couverture et s'endort instantanément. Kamel, de son côté, titube jusqu'à son grand 4x4. Il monte, met le contact, la voiture est égarée sur une zone de sable mou. Quand il essaie d'avancer, le 4x4 s'embourbe. Pour s'en sortir, Kamel passe la marche arrière, recule violemment, puis repasse la première, accélère à grands coups en faisant patiner les roues et réussit finalement à s'extriper du sable. Il roule jusqu'au supermarché, il entre, commence à prendre ses articles et là, un éclair de lucidité le frappe. Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis complètement ivre. Comment je vais ramener ça à la maison dans mon état? Ma femme va me tuer. Il réalise enfin qu'il aurait dû écouter son ami. Il laisse toutes ses courses en plan, remonte dans sa voiture et retourne dans le désert. Quand il arrive au campement, il y a un problème. Le feu est encore là, mais les affaires sont éparpillées partout, comme si une tornade était passée. Et surtout, Khalid n'est plus là. Il descend de voiture, il fait noir, il cherche son ami du regard, et soudain, le cauchemar absolu. Il découvre le corps de son ami de toujours, Khalid, écrasé dans le sable. Son visage et son corps sont méconnaissables, broyés par les énormes pneus du 4x4. Kamel comprend immédiatement ce qui s'est passé. Quand il essayait de sortir du sable tout à l'heure, en reculant et en avançant violemment, il a roulé en plein sur son ami endormi. Et pas qu'une fois. C'est la panique totale. Il vient de tuer son meilleur ami. La peur lui tord le ventre. Il remonte dans sa voiture et fuit la scène. Il conduit au hasard, sans avoir quoi faire. Une seule personne lui vient en esprit, son neveu Amir. Il appelle Amir en pleine nuit.
Amir, t'es où? J'ai besoin de toi tout de suite, c'est grave. Je suis devant chez toi. Sors et ne dis rien à personne. Le neveu, surpris, sort en courant et monte dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Kamal en larmes lâche le morceau. J'ai tué mon ami. J'ai tué Khalid. Je l'ai écrasé sans faire exprès. Il lui raconte tout, la voiture embourbée, la panique. Amir est tétanisé. Mais mon oncle, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu m'aides à cacher le corps. Amir essaie de le raisonner. Mais tu dois aller à la police, leur dire que c'est un accident. Mais jamais de la vie. Tu veux que tout le monde sache que j'étais ivre? Tu vas m'aider ou pas? C'est là que le jeune Amir fait l'erreur de sa vie. Sous la pression de son oncle, face à cette situation terrifiante, il cède. Il retourne sur les lieux du drame. Quand Amir voit le corps broyé, il a des hauts le cœur. Il est à 2 doigts de s'évanouir. Son oncle, lui, n'est toujours pas dans son état normal. Ils galèrent, mais finissent par soulever le corps et le mettre dans le 4x4. Leur plan? Kamel ne veut pas laisser le corps de son ami dans le désert pour qu'il soit mangé par des chiens errants. Il veut que sa famille puisse l'enterrer. Mais il ne veut pas être accusé. Il décide donc de jeter le corps sur le bord de la route principale qui mène à l'entrée du village. Ainsi, le premier qui passera au petit matin le trouvera. Il balance le corps sur le bas-côté et rentre chez eux comme si de rien n'était. Il est 4 heures du matin passé. En rentrant, le frère aîné de Amir le croise et lui demande ce qu'il faisait dehors à cette heure. Amir esquive en disant qu'il n'y avait rien et ils partent prier la prière de l'aube. Kamal, de son côté, rentre chez lui. Impossible de fermer l'œil, il attend que la bombe explose. Après la prière de l'aube, la vie reprend à Fenkel. 3 jeunes hommes qui revenaient de la ville voient une forme étrange sur le bord de la route. Ils s'arrêtent, s'approchent et découvrent avec horreur le corps d'un homme au visage écrasé, couvert de sable. Ils ne le touchent pas, foncent au village, entrent dans la mosquée et hurlent pour donner l'alerte. La nouvelle se propage en quelques secondes. Tout le village se précipite sur les lieux, y compris Kamel. Quand la victime est identifiée grâce à ses papiers, Kamel se jette par terre et hurle de douleur en pleurant à chaudes larmes. « Mon ami, je ne laisserai pas passer ça. Je trouverai le monstre qui t'a fait ça. » Tout le monde est ému par sa peine. La police arrive. Très vite, les enquêteurs comprennent que le corps a été déplacé. Il n'y a aucune trace de sang ou de lutte sur cette route. De plus, les marques de pneus sur le corps montrent qu'il a été écrasé, puis que le véhicule a reculé sur lui à nouveau. Pour eux, ce n'est pas un simple délit de fuite. Ça ressemble à un meurtre délibéré. Ils organisent des battues pour trouver la vraie scène de crime dans le désert, mais c'est trop vaste. Ils interrogent la femme de Khalid. Elle leur dit « Hier soir, il m'a dit qu'il allait faire une virée dans le désert avec Kamel. C'est normal, c'est son meilleur ami. » Mais quand les enquêteurs veulent parler à Kamel, il est introuvable. Après avoir fait son show devant le cadavre le matin même, il s'est volatilisé. Pendant 2 jours, on le cherche partout. Et pour comprendre la suite, il faut savoir que Fenkel est divisé en 2 parties. Le nouveau village moderne et l'ancien village fait de maisons en terre et en briques, qui est aujourd'hui presque à l'abandon. La famille de Kamel possédait une vieille maison là-bas. La police fuit cette maison et c'est là qu'ils le trouvent. Kamel s'était pendu. Il a laissé une lettre d'adieu disant « Je jure devant Dieu que je ne suis ni fou ni ensorcelé. C'est moi qui ai tué mon ami Khalid par erreur. J'étais ivre, je l'ai écrasé sans faire exprès. Je n'arrive pas à vivre avec ça. Pardonnez-moi. » Le tueur et la victime sont morts. Fin de l'histoire? Non. Parce qu'il y a un témoin, le jeune Amir. Depuis 2 jours, il est enfermé chez lui, tremblant, pleurant sans arrêt. Quand il apprend le suicide de son oncle, il craque. Sa famille lui met la pression, il finit par tout cracher. Il raconte l'appel au milieu de la nuit, le corps déplacé. Son père, choqué, le prend par le bras et le livre directement au poste de police. Mon fils a été témoin et complice. Au tribunal, la vérité éclate. La famille de la victime, comprenant que c'était un tragique accident, accepte de pardonner. La femme de Khalid retire sa plainte. La famille de Kamel paie le prix du sang et prend en charge financièrement la veuve et les enfants orphelins. Quant à Amir, bien qu'il ait été forcé, la loi est claire. Participer au déplacement d'un cadavre pour dissimuler les preuves, c'est être complice d'un crime. Il écope de 9 mois de prison et à sa sortie, le jeune homme est devenu l'ombre de lui-même, profondément dépressif et asocial. Si seulement Amir avait refusé d'aider son oncle à cacher le corps et l'avait forcé à aller à la police. C'était un accident sous l'emprise de l'alcool. La justice aurait traité ça comme un homicide involontaire. En cachant la vérité, ils ont détruit 2 familles.
Donc s'il vous plaît, ne devenez jamais complice pour protéger quelqu'un. La vérité est la seule issue. Et donc du coup, cette idée des conséquences de nos actes nous emmène à notre deuxième histoire, qui s'est déroulée dans ce même village de Fenkel quelques années plus tôt, en 2003. Il y avait là-bas un lycéen brillant, Mohamed. Mohamed n'était pas originaire de Fenkel. Il venait d'un village voisin qui n'avait pas de lycée. Alors il était venu vivre chez son grand-père pour pouvoir étudier. C'était un garçon pieux, extrêmement poli et surtout très intelligent. Il aidait gratuitement ses camarades de classe et même les professeurs faisaient appel à lui pour préparer certains cours. Tout le monde l'adorait. Un jour, à la sortie des cours, Mohamed rentre chez son grand-père. Il marche le long du mur d'enceinte du lycée, un endroit un peu isolé, sans passage. Soudain, il entend une voix de fille l'appeler. Mohamed, Mohamed. Il se retourne, c'est une de ses camarades de classe, une jolie fille nommée Abir. Elle accourt vers lui. Excuse-moi, Mohamed, je voulais juste te demander un truc sur la leçon d'aujourd'hui. Je n'ai pas bien compris. Mohamed, toujours prêt à aider, s'arrête et commence à lui expliquer le cours. Et c'est là que le destin bascule. Un jeune du village, un dénommé Ali, passe par là. Il voit de loin Mohamed et Abir en train de discuter derrière le lycée. Ali est le genre de gars qui aime les problèmes. En plus, il connaît Mohamed et ne l'aime pas trop. Jaloux de ce petit génie venu d'un autre village. Et surtout, Ali connaît très bien le frère aîné d'Abir. Dans l'esprit tordu de Ali, voir une fille et un garçon discuter dans un endroit isolé ne peut vouloir dire qu'une chose. Il court voir le frère de Abir et lui lâche son venin. Hé, je viens de voir ta sœur dans un coin sombre derrière le lycée avec Mohamed. L'étranger, là. Ils étaient dans une situation très louche. En tant qu'ami, je ne pouvais pas te cacher ça. On ne joue pas avec l'honneur. Le sang du frère de Abir ne fait qu'un tour. Fou de rage, il va chercher son cousin, un type bagarreur et violent. Viens avec moi, il y a un mec qui drague ma sœur, on va lui donner une bonne leçon. Le lendemain, les deux hommes attendent Mohamed à la sortie du lycée. Ils l'attrapent. Hé toi, tu as quoi avec Abir? Mohamed, calme, répond. Rien du tout, calmez-vous. Elle m'a juste posé une question sur un cours. Le frère ne veut rien entendre. Monte dans la voiture, on va discuter un peu plus loin. Mohamed, n'ayant rien à se reprocher, accepte. Il l'emmène sur un grand terrain vague avec des poteaux d'éclairage, un endroit complètement désert. Dès qu'ils descendent, les deux hommes se jettent sur lui et le tapassent violemment. Ils finissent par l'attacher à un poteau d'éclairage avec des cordes, lui ligotent les mains et les pieds. Et là, le supplice commence. Ils le frappent violemment avec des bâtons, avec une ceinture, avec un fouet. Mohamed hurle, pleure, supplie, jure qu'il ne s'est rien passé. Le sang coule, le frère dans sa folie sort un couteau et le menace de mort. Mohamed sent que c'est la fin. Il voit la mort en face. Et c'est cette terreur absolue qui va provoquer une montée d'adrénaline incroyable. Pendant que ces tortionnaires s'acharnent, les cordes se desserrent un peu. En un effort surhumain, Mohamed parvient à se libérer de ses liens. Il se dit « Je vais mourir ici. Quitte à mourir, je ne vais pas me laisser faire. » Il se jette sur le frère d'Abir. Dans la lutte, le frère tombe au sol et lâche son couteau. Mohamed, poussé par l'instinct de survie, s'en empare et le poignarde. Encore et encore et encore. Il est en transe. Et le frère meurt sur le coup. Le cousin, en voyant cette scène d'horreur et le sang partout, fait une crise de panique et s'évanouit sur place. Mohamed, couvert de sang, le couteau à la main, reprend ses esprits. Il réalise qu'il vient de tuer un homme. Il court vers le village en hurlant comme un fou. « Je l'ai tué! J'ai tué un homme! Ce n'était pas de ma faute !» Les villageois le voient arriver dans cet état pitoyable, le corps couvert de blessures atroces. Ils appellent la police. Sur les lieux, les forces de l'ordre découvrent le cadavre du frère et le cousin qui finit par reprendre connaissance. Ce dernier avoue tout à la police. Oui, on l'a enlevé et on l'a torturé parce qu'il draguait Abir. C'est Ali qui nous a tout balancé. » La police convoque Ali et la top. « C'est toi qui as dit que Mohamed avait une liaison avec Abir ?» Ali bégaye. « Bah, je les ai vus discuter dans un coin louche. J'ai cru que... J'ai juste dit au frère de Abir de faire attention. » Abir, la jeune fille, est aussi interrogée. Elle fond en larmes et confirme à 100% la version de Mohamed. Elle l'avait juste interpellé pour une question de cours. Il n'y avait absolument rien entre eux. À cause d'une rumeur infondée, d'une langue de vipère qui s'est mêlée de ce qui ne le regardait pas, un homme est mort et un jeune étudiant brillant a failli perdre la vie. Le jugement tombe. Bien que ce soit de la légitime défense, Mohamed est condamné à 1 an et 9 mois de prison, peine qui sera réduite par la suite. Le cousin écope d'1 an de prison. Et Ali, l'homme par qui tout le drame est arrivé, il a été condamné à 2 ans de prison ferme pour incitation et dénonciation calomnieuse. Bien fait pour lui, diront certains.
C'est la fin de notre histoire. Dites-moi en commentaire quelle est la morale que vous tirez de ces histoires incroyables. Est-ce que vous auriez dénoncé votre oncle à la place de Amir? Et que pensez-vous du comportement de Ali dans la deuxième histoire? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vais tous vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ous Raconte et de liker la vidéo pour me donner de la force. Ça compte énormément pour moi. Sur ce, je vous laisse, restez prudents et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire vraie. Tchuss!